Bonjour. Alors, on va continuer toujours dans le cadre du premier chapitre du module Introduction à l'économie. Alors, après avoir présenté les fondements de l'économie, à savoir l'évolution étymologique, l'objet de la science économique, la problématique générale de l'économie, maintenant nous allons essayer de présenter les branches de la science économique. Alors, généralement, on distingue trois niveaux d'analyse en économie. Alors, il y a un premier niveau qui est un peu ancien, c'est ce qu'on appelle le niveau d'analyse macroéconomique. Vers la fin du 19e siècle, on a assisté à l'émergence d'une nouvelle branche d'analyse en économie, à savoir la microéconomie. Et il y a en fait une troisième branche en sciences économiques qui s'est développée principalement pendant le XXe siècle, à savoir la mésoéconomie. Alors commençons tout d'abord par la microéconomie. Alors la microéconomie, en fait, c'est une branche des sciences économiques qui est relativement récente par rapport à la macro, et elle a été développée principalement par l'école du classique. Alors la microéconomie, c'est une analyse qui porte sur l'étude du comportement d'un agent économique supposé rationnel. Donc c'est un comportement individuel d'un agent. Il peut être soit un producteur ou bien un consommateur. L'objectif, en fait, c'est de prendre une décision quant à l'utilisation des ressources. Par exemple, pour le consommateur, il doit décider de la quantité achetée d'un bien X et d'un bien Y pour pouvoir faire la meilleure utilisation de son revenu pour atteindre le maximum de satisfaction. Alors, généralement, en microéconomie, on peut identifier trois modèles. Alors, on a le modèle du comportement du consommateur, le modèle du comportement du producteur, et cette confrontation entre les deux comportements va nous permettre de définir la nature du marché, c'est-à-dire les prix. Donc, et là, on peut en fait expliquer la formation des prix selon les types de marchés. Mais généralement, le marché de référence pour l'économie classique, c'est le marché de concurrence pure et parfaite. Alors, exemple simple, comment le consommateur décide d'acheter telle quantité d'un bien, par exemple un bien X, généralement un bien Y, compte tenu de ses contraintes principales, à savoir le revenu à sa disposition et les prix des produits. Généralement, c'est un comportement d'optimisation sous contrainte, c'est-à-dire qu'il a une fonction de préférence, généralement c'est une fonction d'utilité totale, et qu'il cherche par exemple à maximiser tout en prenant en considération la contrainte budgétaire, c'est-à-dire la contrainte budgétaire qui est exprimée en fonction du revenu et des prix des deux biens. Pour la macroéconomie. Alors la macroéconomie, c'est une branche des sciences économiques qui a été adoptée par, disons, les classiques et d'autres courants, mais il n'a été finalisé qu'après avoir, bien sûr, présenté la méthode ou bien la théorie de Keynes. Donc c'est avec John Maynard Keynes que la macroéconomie est devenue en fait une méthode d'analyse très répandue et très pertinente. Alors, la macroéconomie, c'est une branche toujours des sciences économiques, mais contrairement à la microéconomie qui concentre, qui focalise l'attention sur le comportement individuel des agents économiques, ici, on cherche à étudier le fonctionnement de l'économie dans sa globalité, c'est-à-dire d'une façon globale. Ce type d'analyse, il est basé sur les comportements soit d'une économie nationale, mais aussi il étudie un peu les relations entretenues entre les différents pays, les différentes
économies. Donc, c'est la relation entre l'économie nationale et le reste du monde. Un exemple, en macroéconomie, par exemple, la consommation, hein, qui est une variable économique, c'est la somme de tous les biens consommés par tous les agents. Donc, le comportement d'un agent économique pris isolément, en fait, n'a pas beaucoup de signification. Alors, généralement, la base de raisonnement de la macroéconomie, c'est des agrégats, c'est-à-dire des grandeurs économiques globales, synthétiques, comme le produit intérieur brut, comme la masse monétaire, comme le revenu national, la valeur ajoutée. On a des taux qu'on cherche à définir, comme le taux d'inflation, comme par exemple le taux de chômage, etc., etc. Alors, généralement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une opposition entre la microéconomie et la macroéconomie? En fait, les deux types d'analyse sont complémentaires. Il n'y a pas de contradiction, mais c'est l'importance, en fait, du phénomène économique étudié qui définit la branche ou bien le niveau d'analyse, bien sûr, le plus pertinent. Mais d'une façon globale, il y a une complémentarité entre les niveaux d'analyse. Alors, vers le XXe siècle, il y a une nouvelle branche qui va se développer, c'est la mésoéconomie. En fait, la mésoéconomie, c'est une analyse en fait intermédiaire entre l'analyse microéconomique et l'analyse macroéconomique. Alors, en fait, c'est une analyse hybride parce que généralement, on a, disons, une explication donnée par un ensemble de chercheurs, c'est que généralement, les phénomènes économiques ne sont pas toujours des phénomènes globaux, non plus des phénomènes qui sont petits et micros, d'où l'importance d'une analyse intermédiaire qui porte généralement sur l'analyse des secteurs d'activité, des branches d'activité, l'analyse des filières de production. On prend par exemple, au lieu de calculer une valeur ajoutée pour une entreprise ou bien le PIB par exemple à l'échelle nationale, on peut par exemple chercher à définir le PIB par exemple agricole ou bien le PIB dans le tourisme. Donc ici, l'analyse par secteur ou bien par branche, il est beaucoup plus pertinente parce que lorsqu'on donne un chiffre global, généralement on ne peut pas identifier par exemple l'anomalie ou bien la branche ou bien le secteur qui pose le plus de problèmes. Mais pour récapituler, donc à ce niveau-là, donc il s'agit de dire que les trois types d'analyse en économie sont complémentaires. Il n'y a pas en fait une contradiction ou bien une opposition entre les trois niveaux d'analyse. On va passer maintenant à l'analyse économique en fonction des objectifs. Alors là, on peut distinguer différents types d'analyse. Je commence tout d'abord par ce qu'on appelle l'économie pure. Alors l'économie pure est basée sur la construction des modèles abstraits, des modèles théoriques, qui disposent en fait d'une cohérence et d'une logique interne. Alors, par cohérence, c'est-à-dire il y a une relation cohérente entre les hypothèses, entre le raisonnement, entre par exemple les résultats du modèle. Ici, on peut donner un exemple simple c'est un exemple que je prends à partir des autres matières, des autres modules de S1, par exemple au niveau de la microéconomie. Vous avez un modèle de comportement du consommateur, ou bien le modèle du comportement du producteur, ou bien le modèle de la théorie des marchés. Prenons l'exemple du modèle du comportement du consommateur. Par exemple, il est basé sur des hypothèses restrictives. Un exemple, on considère que le consommateur rationnel, par exemple, c'est quelqu'un qui dispose d'une information parfaite. Donc, il y a la certitude d'une information parfaite. Il est intelligent et cohérent. Il est indépendant et autonome. Donc, voilà. Ce sont des hypothèses qui sont formulées pour simplifier le comportement de ce consommateur. Et donc, dans ce modèle, nous avons des hypothèses, nous avons un raisonnement logique et nous avons, en fait, des conclusions quant à, bien sûr, par rapport à l'évaluation globale de ce modèle. Donc, ce sont des modèles qui sont simplifiés. Donc, c'est une représentation simplifiée, en fait, du comportement d'un agent économique de façon générale. Alors, pour ce qui est de l'économie positive et de l'économie normative, alors généralement, on distingue entre deux types d'économie. Alors, l'économie positive, en fait, cherche à analyser, à observer, à décrire, à mesurer les phénomènes économiques. Et généralement, on cherche à répondre à une question, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on veut comprendre comment ça fonctionne, quelles sont
les problèmes et on cherche à résoudre ces problèmes. Par contre, l'économie normative, il est relative aux mesures à prendre et à la politique à suivre pour réaliser le meilleur résultat. C'est-à-dire toujours on se pose des questions. On peut remettre en cause par exemple une politique économique, on cherche à critiquer pour une meilleure amélioration et autres. Donc il s'agit de satisfaire au mieux les besoins de l'homme. Et ce type d'économie cherche généralement à répondre à la question comment ça doit être. Alors, toujours, je peux dire que toujours il n'y a pas une opposition. Toujours, ce sont des analyses qui sont complémentaires en matière d'analyse économique. En fait, pour les champs d'application de l'économie, les champs d'application de l'économie ne cessent de se développer. Alors, on distinguait donc généralement l'économie agricole, rurale, l'économie d'entreprise, l'économie industrielle, l'économie internationale, l'économie monétaire, l'économie. Finalement, ce sont les modules qui structurent l'architecture en fait de la filière sciences économiques et gestion. Mais récemment, on peut assister à de nouvelles branches, à de nouveaux champs d'application, bien sûr, des sciences économiques, comme par exemple les nouvelles technologies de l'information, de la communication, la digitalisation. Donc, ce sont de nouvelles matières, de nouveaux modules qui répondent aux nouvelles exigences, bien sûr, de la société. Pour le critère temporel en économie, alors on distingue 4 types d'analyses selon le critère temporel. Alors, il y a l'analyse statique. Bon, c'est une analyse en fait qui ne prend pas en considération la variable temporelle, c'est-à-dire on fait des analyses. Exemple, le modèle du consommateur. Il y a des paramètres, il suffit de combiner par exemple les quantités de biens mais généralement le temps n'intervient pas à ce niveau-là. Il y a l'analyse dynamique, au contraire, c'est une analyse qui prend en considération la variable temporelle. Pour l'analyse ex ante, c'est une analyse de début de période, c'est une analyse préalable avant, bien sûr, avant l'étude, avant la recherche. Alors, l'analyse ex post, c'est une analyse en fait qui est une analyse de fin de période, mais généralement, quand on cherche à analyser un problème, donc on va le situer au début, donc on va faire une sorte de diagnostic, après on va intervenir, et à la fin, on va voir comment cette variable, ou bien ce comportement a changé, pour pouvoir faire une évaluation. Pour les méthodes des sciences économiques. Alors en fait, les méthodes des sciences économiques, ils sont différentes des méthodes en fait des sciences exactes. Donc, on a déjà dit que l'économie c'est une science sociale qui fait partie un peu de ces sciences humaines, de ces sciences dont l'objet est social et non pas scientifique. Alors contrairement en fait aux méthodes scientifiques des sciences exactes, des sciences pures, qui sont basées principalement sur, disons, l'expérimentation et la nature, en économie, on a une réalité économique, on a une activité économique, on a déjà dit auparavant, qui est complexe. Donc l'observateur, le chercheur, doit fournir un effort d'abstraction, c'est-à-dire puisque cette réalité économique elle est complexe, alors il s'agit de simplifier ce monde réel sans pour autant, en fait, de négliger les variables pertinentes, les variables essentielles ou du phénomène qu'on doit étudier. Alors, dit autrement, la simplification s'impose pour mieux représenter et comprendre les phénomènes. C'est-à-dire, sans cette simplification, on ne peut pas, par exemple, analyser exactement d'une façon pertinente la relation entre, par exemple, une variable et une autre variable. Par exemple, entre la consommation d'un bien et le revenu, ou bien la consommation d'un bien et le prix de ce bien. Alors, généralement, on utilise la méthode d'abstraction. Donc, c'est quoi l'abstraction? C'est une démarche qui consiste à simplifier la réalité en séparant, en dissociant les aspects essentiels des aspects secondaires, c'est-à-dire les variables économiques pertinentes des variables secondaires. Et donc, c'est une opération qui consiste à isoler certains éléments essentiels en négligeant. Alors, ici, en négligeant, veut dire une chose. Provisoirement, c'est pas parce qu'on ne peut pas dissocier la réalité. Mais en fait, moi, je veux étudier, par exemple, la relation entre le revenu et la consommation. Je veux étudier comment
se modifie la consommation d'un bien lorsque le revenu d'un agent économique change. Alors là, je le sais, le revenu, il ne dépend pas, c'est-à-dire la consommation ne dépend pas seulement du revenu, mais il dépend de plusieurs autres variables. Exemple, le prix du bien, la culture, par exemple, pour les valeurs, par exemple, la religion musulmane, pour la consommation de certains produits, ou bien l'interdiction de la consommation de certains produits. Il y a les goûts, il y a le taux d'intérêt, il y a les crédits, il y a les habitudes, il y a les mœurs, il y a donc N variables qui expliquent cette variable expliquée qui est la consommation. Maintenant, pour étudier la relation entre la consommation et le revenu, on va procéder par abstraction, c'est-à-dire on va simplifier, on va formuler des fois des hypothèses. On va dire par exemple que la consommation d'un bien ne dépend que du revenu et les autres variables sont considérées comme des constantes. On utilise une expression, toute chose étant égale par ailleurs. C'est-à-dire, je recherche la relation entre le revenu et la consommation, toute chose étant égale par ailleurs. C'est-à-dire que je définis une fonction, par exemple, croissante entre le revenu et la consommation. Si on prend la courbe d'un bien, on va voir que lorsque le revenu généralement augmente, la consommation d'un bien augmente si le bien il est normal, si le bien, par exemple, il est inférieur. Lorsque le revenu augmente, la consommation diminue. Mais cela suppose qu'on a considéré que les autres paramètres n'influencent pas la variable qu'on est en train d'étudier. Donc ça, j'essaie un peu de simplifier l'idée d'abstraction. Alors, maintenant, je vais me limiter à deux éléments au niveau parce que quand même il y a la modélisation, donc il y a une représentation schématique et simplifiée d'une partie du phénomène économique. Donc, et dans ce modèle, il y a en fait des variables endogènes qui sont expliquées par le modèle lui-même. Il y a des variables exogènes qui sont définies en dehors en fait du modèle, etc. Mais je vais quand même revenir sur deux méthodes principales d'abstraction. Alors, on a dans un premier temps ce qu'on appelle l'induction ou la méthode empirique, qui concrétise ou bien qui décrit le passage du particulier au général. Donc, c'est une méthode empirique, pratique, basée sur l'observation de la réalité. Et donc, en introduisant un raisonnement scientifique, par exemple les statistiques, et on va tirer des conclusions générales. Donc, cette méthode consiste à partir de l'observation des phénomènes économiques, des faits économiques, grâce, par exemple, aux statistiques, pour, en fin de compte, dégager des principes d'ordre général ou bien des lois. Donc, en d'autres termes, partir d'un cas particulier pour aboutir à des conclusions générales. Alors, je peux donner un exemple. Je veux, par exemple, définir la relation entre le prix d'un bien et la consommation de ce bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va commencer par observer la réalité économique. Comment? On va utiliser, bien sûr, des outils d'analyse. On ne va pas faire une observation à l'heure nue. En économie, comme dans les autres sciences, on a des outils spécifiques d'observation. Alors, on va par exemple observer que à chaque fois que le prix d'un bien augmente, la consommation de ce bien diminue. À chaque fois que le prix d'un bien diminue, la consommation de ce bien augmente. Bien sûr, on suppose que le produit, c'est un produit normal. Et on va multiplier ces observations individuelles et on va introduire par exemple un raisonnement statistique et à la fin, on va déduire une loi générale qu'on appelle par exemple la loi générale de la demande. C'est quoi la loi générale de la demande? C'est-à-dire quand le bien il est normal, généralement lorsque le prix varie, la consommation de ce bien varie, mais dans le sens opposé. Voilà, donc on est parti d'une réalité concrète et après on a déduit une relation, on a retiré une relation qui est générale, une conclusion générale sur la relation qui lie la consommation des biens et le prix de ces biens. Maintenant, on va passer à une autre méthode, qui est la méthode déductive. C'est une méthode qui n'est pas empirique, mais c'est une méthode théorique, abstraite, qui retrace le passage, en fait, du général au particulier. Alors, tout à l'heure, on a dit avec l'induction, on observe la réalité. Sinon, notre point de départ, en fait, c'est des hypothèses, c'est en fait des prémices, c'est des postulats, c'est des actions, et on va partir d'un concept, d'un principe d'ordre général, et on introduit un raisonnement logique, et après, on va bien sûr appliquer, tirer des conclusions par rapport à des phénomènes qui sont particuliers. Donc, on va partir
des prémices ou des hypothèses qui sont particulières sans faire appel à l'observation. Le cas le plus connu de cette démarche, c'est ce qu'on appelle le syllogisme de Socrate. Apparemment, vous l'avez étudié au niveau de la philosophie au lycée. Alors, le syllogisme de Socrate, il vous dit qu'il y a en fait 3 étapes pour nous amis. Dans un premier temps, on va considérer que tous les êtres vivants, tous les hommes sont mortels. Ça, c'est des prémices, ça, c'est un postulat de base. On ne cherche pas à l'expliquer. Et Socrate, en fait, c'est un homme. Et donc, Socrate va mourir. Donc, Socrate, il est mortel. Ça, c'est la conclusion. Donc, on est parti d'une situation générale à un cas particulier. Alors, je peux vous donner un exemple simple. Au niveau, par exemple, du modèle néoclassique, au niveau de la microéconomie. Alors, on va supposer qu'il y a un axiome et une hypothèse fondamentale, à savoir la rationalité. Alors, la rationalité, on a déjà expliqué, c'est une approche en fait théorique. J'ai déjà dit qu'il y a une rationalité marchande, il y a une rationalité théorique développée par la théorie économique, mais à côté de cette rationalité, il y a une rationalité sociale. Par exemple, c'est nos mœurs, nos habitudes, au niveau de la religion, au niveau de notre pays, comment ne pas gaspiller l'eau, comment ne pas gaspiller l'électricité. Mais ici, on parle d'une rationalité abstraite qui concerne un homo economicus basé sur des hypothèses. Et donc là, on va considérer que l'hypothèse, en fait, de la rationalité, c'est un fait qu'on doit accepter tout au début. Et si on considère donc que tous les agents économiques sont rationnels, ça c'est le point de départ, ça c'est la première étape. Tous les agents économiques sont rationnels. On va prendre l'exemple d'un monsieur X. Mohamed, c'est un agent économique. Et puisque Mohamed est un agent économique, donc la conclusion, c'est que Mohamed doit être rationnel. Je répète, tous les agents économiques sont rationnels. Première étape. Deuxième étape, Mohamed est un agent économique. Donc la conclusion, Mohamed, normalement, c'est un agent qui est rationnel. Mais à ce niveau-là, je tiens bien sûr à vous informer que dans cette partie plus particulière, nous n'avons pas voulu trop approfondir cette partie des méthodes pour s'adapter bien sûr au niveau d'un étudiant en S1, mais sûrement ultérieurement, peut-être vers le 3e chapitre, on va revenir sur les méthodes en sciences économiques à travers la présentation de l'évolution de la pensée économique. Voilà. Ce premier chapitre, bien sûr, touche à sa fin. C'était en fait une synthèse, bien sûr, du premier chapitre du cours d'introduction à l'économie. On vous donne un rendez-vous pour un 2e chapitre qui traite du circuit économique, des agents économiques et des opérations économiques de base. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.